Vous recevez Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Ministre de l'Éducation nationale, et de la jeunesse. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI pour faire notamment le point sur ce qui est ouvert, fermé, ce qui est menacé ou pas dans le cadre de l'éducation nationale à cause du coronavirus. Combien d'écoles, tous degrés confondus, privés sous contrat public, sont fermées aujourd'hui? Ça fait une bonne centaine d'écoles et d'établissements. Une bonne centaine d'écoles. Quand on ajoute, ça évolue un petit peu. Par exemple, ce matin, ça a évolué dans le Morbihan. On a élargi ce qu'on appelle le cluster, donc le territoire concerné. Et aujourd'hui, ça représente environ 35 000 élèves au moment où je vous parle, c'est-à-dire environ 26 000 dans l'Oise et 9 000 dans le Morbihan. Vous avez un nombre précis d'écoles? Vous dites une centaine? Oui, 100? Oui, parce que ce chiffre peut évoluer dans le temps, donc c'est autour de 120 pour être. Il évolue précis. En fonction de quoi? De l'élargissement éventuel du territoire et puis surtout de la naissance éventuelle d'un nouveau cluster. Vous voyez, le cluster du Morbihan, nous le connaissons depuis hier. Il est tout à fait possible qu'il y en ait d'autres aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. D'accord, des foyers qui sont déterminés, des clusters en fonction évidemment des repérages de personnes qui sont touchées par le virus. Il y avait 3 communes. C'est évidemment les autorités de santé qui, bien entendu, définissent quand on peut considérer qu'il y a un territoire qui nécessite ce type de mesures. Il y avait 3 communes dans le Morbihan hier, Auray, Carnac, entre autres. Oui. Il y en a davantage ce matin, c'est ce que vous nous dites. Ça s'élargit. Ça s'élargit. C'était dans l'Oise, hein. C'est dans l'Oise que c'est pour l'instant le plus massif, on va dire. Presque une cinquantaine d'écoles fermées, c'est ça? Oui. C'est ça, des collèges aussi, des lycées. Et puis, il y a une élève qui a été à Montreuil, qui a été, elle, effectivement diagnostiquée, on va dire, positif, touchée par le virus. Et donc là, il y a une classe qui a été renvoyée chez elle. Oui, une classe d'une école, un collège de Montreuil. Oui, tout à fait. Là encore, ce sont les autorités de santé qui prennent la décision. Et bien entendu, nous la mettons en œuvre. Là, en l'occurrence, c'était pour une élève qui a été testée positif. L'autorité de santé a estimé que la mesure à prendre était celle de la fermeture de la classe. Donc, c'est une bonne vingtaine d'élèves qui sont concernés par cette mesure. Donc, il pourrait y avoir des mesures de ce type aussi au cours des jours qui viennent. Oui. Simplement pour s'informer, il ne s'agit pas de faire psychoter la France entière, monsieur le ministre, mais dans quel contexte, quelles seraient les conditions qui feraient que toutes les écoles seraient fermées? Alors, je m'exprime moi avec beaucoup de prudence sur ce sujet parce qu'encore une fois, pour qu'il y ait unité de commandement et pour que les choses soient rationnelles et claires et sereines, je me range évidemment derrière les autorités de santé. Donc que ce soit pour les définitions de situation ou pour les prévisions, je préfère largement suivre tout simplement ce que dit le ministre de la Santé et le directeur général de la Santé. Ceci étant, comme chacun l'a compris, il y a trois phases. Hein. Il y a la phase 1 dans laquelle nous étions jusqu'à samedi. Nous sommes dans la phase 2. Cette phase 2 suppose des clusters. S'il devait y avoir l'épidémie générale, on serait de toute façon dans une phase 3 dans laquelle la doctrine ne serait pas de tout fermer. Donc il peut très bien y avoir un stade élevé. Donc le stade 3 qui est le stade ultime du plan qui a été préparé il y a quelques années pour se faire face à cette épidémie ne prévoit pas la fermeture totale des écoles. Non. Vous pouvez très bien être dans une phase intense de l'étape 2, où vous avez beaucoup d'endroits, beaucoup de clusters, beaucoup d'endroits fermés, mais vous n'avez pas l'hypothèse, vous avez tout fermé. Ça ne se produira pas. Ça veut dire que ça n'est pas sur la table, clairement. Ça n'est pas sur la table parce que ça n'aurait pas de sens. À partir du moment où on est au stade réellement épidémique, c'est-à-dire où le virus circule pleinement, ça n'a pas de sens de confiner tout le monde chez soi, d'une certaine façon de paralyser le pays, ce qui serait contre-productif par rapport aux enjeux de soins, par rapport aux enjeux de fonctionnement du pays, pour justement lutter contre la maladie, notamment en termes prophylactiques. Alors, on ne comprend pas toujours la logique, justement, des stratégies. Ça a, par exemple, évolué de façon assez spectaculaire en ce qui concerne les voyages scolaires. Si ma fille ou mon fils était revenu d'une zone infectée, Lombardie, Corée du Sud, Iran la semaine dernière, elle aurait été confinée pour 14 jours. Aujourd'hui, si c'était le cas, ça ne le serait pas. Et d'ailleurs, ceux qui étaient confinés hier ne le sont plus. Oui, tout à fait. Ils sont revenus à l'école. Alors, oui, on ne comprend pas. Ils présentent les mêmes risques, monsieur le ministre. Votre question est évidemment très légitime et tout le monde se l'est posé. Moi, le premier, d'ailleurs, quand il y a eu l'évolution. Mais là encore, sont des éléments qui sont déterminés par les autorités de santé pour répondre à des logiques des différents stades. Il faut qu'on s'habitue à ce côté évolutif, hein, et donc à ces réponses. Ceci étant, ça n'évolue pas de manière trop saccadée. Il y a 3 grands stades. Donc c'est le passage du stade 1 au stade 2 qui fait qu'on
on a changé la règle du jeu du stade 1 au stade 2. La règle, c'était la quatorzaine quand on revenait d'une zone à risque. À partir du moment où on passe en phase 2, cette quatorzaine ne vaut plus. Ça veut dire qu'au stade 2, ce risque-là, le risque qu'on évaluait la semaine dernière, est considéré comme moins prioritaire. Alors, il y a quand même, pour être complet, et pour tous les gens qui se posent des questions, je rappelle qu'il y a le site qui permet du ministère, à la fois le site du gouvernement, donc sur gouvernement.fr, qui permet d'avoir toutes les réponses à ce type de questions. Puis vous avez le site de l'éducation nationale, education.gouv.fr, où nous actualisons sans arrêt les réponses aux questions. D'accord. Pour répondre à la question que vous avez posée, il y a ce qu'on appelle les zones rouges et les zones oranges. Donc en fait, les zones rouges, c'est là où il y a eu vraiment le point de départ de l'épidémie. C'est notamment la faméuse région de Hubei chinoise. Ouais. Les autres régions, mais ça, encore une fois, c'est des choses qui peuvent évoluer, donc il faut regarder la carte. Mais les régions dites oranges n'ont plus fait l'objet de ces mesures de quatorzaine. Alors l'explication... Du Sud, Iran, effectivement, Vénétie, etc. Oui. Tout à fait, parce qu'au stade 1 de la maladie, l'objectif, c'est de bloquer la maladie. Et donc, même le petit risque était bloqué. À partir du moment où on passe au stade 2, l'objectif est d'éviter, au contraire, d'avoir une forme de paralysie liée au fait qu'on bloquerait trop de gens. C'est une question de stratégie de santé publique. Question sensible, Monsieur le ministre, parce que on le dit assez peu, mais la situation des sanitaires dans les écoles françaises est parfois assez lamentable. Or, aujourd'hui, il y a une mesure de santé publique qu'on nous répète comme étant la seule valable, c'est de se laver les mains plusieurs fois par jour. Est-ce que, franchement, les élèves des écoles primaires, lycées, collèges, peuvent aller se laver les mains aujourd'hui avec du savon et de façon correcte? Vous avez tout à fait raison d'évoquer ce sujet, qui est un sujet très important dont on ne parle pas assez, indépendamment du coronavirus. C'est un sujet d'ailleurs que j'ai beaucoup traité ces derniers mois, parce que je considère qu'il faut qu'on prenne complètement les choses à bras-le-corps sur cette question, que ce soit pour les écoles, les collèges, les lycées. Comme vous le savez, c'est les communes, les départements et les régions qui sont respectivement responsables pour écoles, collèges et lycées. Ce qui est... on a un problème d'hygiène en France, qui est un peu différent dans les écoles par rapport à l'enseignement secondaire. Dans l'enseignement secondaire, c'est souvent des problèmes de sécurité, de surveillance, plus que des problèmes, disons, matériels d'entretien. Parfois, vous avez des chefs d'établissement qui sont obligés d'enlever les savons, non pas qu'il n'y en a pas, mais pour éviter des bêtises. Donc on a un problème de ce type que l'on va vraiment... bien entendu, on traite en ce moment pour que dans les collèges et les lycées, il y ait bien le savon. Parfois, dans les écoles, il y a des problèmes d'équipement. Parfois, il y a des problèmes de pénurie de savon. Paradoxalement, c'est à Marseille qu'on me signalait une pénurie de savon hier. Et bien entendu, nous travaillons avec les... par rapport au savon de Marseille, vous oui, voulez dire, oui. Mais en tout état de cause, nous travaillons avec les communes. Donc, chaque recteur de France et chaque inspecteur d'Académie de France est en relation avec les collectivités locales pour bien s'assurer, bien appuyer éventuellement les collectivités pour que le savon soit présent en ce moment. J'ai parlé hier avec François Barouin en tant que président de l'Association des maires de France pour que nous ayons des messages convergents vis-à-vis des communes en l'occurrence, de façon à ce qu'il y ait une vigilance particulière, notamment pour le savon, parce que c'est tout simple, mais on sait que le sujet de se laver les mains avec du savon est en réalité la première des barrières contre l'épidémie. Ce que vous nous dites, c'est qu'avec l'AMF, l'Association des maires de France, vous veillez à ce que les écoles primaires dans les villes et les villages soient approvisionnées en savon, ce qui n'est pas toujours le cas. Et une vigilance particulière des communes. Et ça doit être l'occasion, au-delà de l'épidémie, que ce sujet très important de l'hygiène au quotidien pour nos enfants connaissent un progrès dans les temps à venir. Et je ferai des propositions avec les présidents de l'AMF, de l'ADF, donc des départements, de l'ARF des régions, pour qu'ensemble, État et collectivités, nous fassions progresser ce sujet au cours des temps qui viennent. Parce que c'est vrai, je le disais, on n'en parle pas beaucoup. On est un pays des pays les plus riches du monde et les sanitaires dans les écoles ne sont pas au niveau. Pas du tout au niveau. Donc vous nous dites que là, dans les écoles, ça sera c'est un sujet, oui. De façon plus générale d'ailleurs, et j'aurai l'occasion de vous en reparler dans les temps qui viennent, mais on va, avec les collectivités locales, s'engager dans des évolutions du bâti scolaire, peut-être volontaristes, pour tenir compte de ce type de sujet, mais pas seulement. Le sujet écologique en particulier nécessite de nouvelles adaptations. Vous avez vous-même annulé des déplacements, Monsieur le Ministre, à cause du coronavirus? Oui, on essaye dans une période comme celle-ci. D'abord, j'ai besoin d'être très présent dans mon bureau, puisqu'on a une cellule de crise et que nous faisons cette gestion en lien avec le ministère de la Santé en permanence. Donc, c'est la première des raisons. Et puis, en même temps, en ce moment, les circulations, il vaut mieux qu'elles soient réduites, même s'il m'arrive de me déplacer. Mais disons que j'ai réduit
j'ai réduit les déplacements qui sont d'habitude nombreux. Vous avez un message par rapport à cette épidémie ou ce coronavirus aux enseignants ce matin, en particulier ? C'est évidemment un message d'unité entre nous tous. C'est vrai pour tous les Français, c'est particulièrement vrai à l'intérieur de l'éducation nationale. Nous avons à la fois à être dans le civisme, nous tous les Français, c'est ce que nous sommes, je crois, en ce moment. Nous sommes en train de regarder les choses avec sang-froid, et ça dépend pas seulement du gouvernement, mais de chaque citoyen français. Je pense que c'est important. Et puis ce civisme que nous devons transmettre aux enfants, c'est justement une des missions de l'école. Vous savez, l'école, elle ne transmet pas seulement des savoirs, elle transmet aussi des valeurs. Et c'est des valeurs de solidarité, c'est des valeurs aussi de sérénité. C'est aussi dans les moments de crise que les individus comme les collectivités montrent ce qu'ils valent. Et un pays comme le nôtre, dans des occasions comme celle-ci, peut montrer qu'il est un grand pays où on sait à la fois être organisé, c'est la force de l'État et des pouvoirs publics en général, mais aussi être civique. Et ça, c'est nous tous, l'ensemble de la société, qui pouvons le démontrer. Je crois que c'est ce qui a été démontré jusqu'à aujourd'hui. Il faut que, jusqu'au bout de cet épisode difficile pour nous comme pour les autres pays, nous réussissions à garder cet état d'esprit. Vous lancez une consultation nationale aujourd'hui auprès de tous les enseignants, à partir d'aujourd'hui sur Internet, anonyme jusqu'au 17 mars. Pardon, Monsieur le Ministre, mais vous aviez besoin de cette consultation pour savoir ce que pensent les profs. Vous êtes en fonction depuis mai 2017. Alors, on a évidemment des capteurs, si je puis dire. On fait souvent des enquêtes, par exemple, pour savoir ce que pensent les professeurs. Oui, on se dit, encore une enquête ? C'est une enquête qui est relativement simple, puisqu'elle passe par email, et donc elle nous permet simplement, cette fois-ci, d'avoir quelque chose de complètement exhaustif et de permettre à tous les professeurs d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Nous l'avons déjà. C'est pas la première fois que l'on fait quelque chose comme ça, mais c'est la première fois qu'on le fait. C'est une forme de plébiscite pour ou contre Blanquer depuis 2 ans? Non, je ne sais pas du tout l'esprit. D'abord parce qu'il y a de multiples questions. C'est pas du tout l'enjeu. L'enjeu, il est beaucoup plus profond. C'est de regarder domaine par domaine ce que pensent les professeurs, mais aussi les idées qu'ils peuvent avoir, les ressentis qu'ils peuvent avoir par rapport à un certain nombre de sujets. On a utilisé la même méthode pour la direction d'école. Donc on a demandé à tous les directeurs d'école de France ces derniers mois et cette enquête nous est extrêmement utile pour voir quelles sont les priorités des acteurs de terrain, et puis pour avoir des idées, des impulsions, et pour avoir une base de discussion avec nos interlocuteurs, notamment les organisations syndicales. Pour préparer quoi ? Pour préparer la grande évolution des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, parce que ce dont il faut avoir bien conscience, c'est qu'on parle beaucoup de la rémunération des professeurs. Et vous le savez, de janvier... Et heureusement, je suis le premier à en parler beaucoup. Mais de janvier à juin, nous sommes dans un grand dialogue social pour augmenter de manière très substantielle la rémunération des professeurs. Et comme je vous l'avais dit quand j'étais venu en décembre, au mois de juin, nous serons mûrs pour établir la programmation sur plusieurs années de cette évolution de la rémunération des professeurs. Vous avez déjà annoncé 100 € de plus pour les nouveaux enseignants. Au moins vous espérez, à partir de janvier 2021, c'est acquis ? Oui, bien sûr, c'est acquis, c'est quelque chose Et vous discutez de la revalorisation pour les autres, parce que pour les autres aussi, oui. J'ai donné ce point comme exemple parce que j'entendais souvent que ce ne serait pas significatif. Donc j'ai donné ce point comme exemple. Mais si vous voulez, j'ai un objectif qui est très clair, que j'ai dit à plusieurs reprises, c'est que les professeurs français fassent partie des professeurs les mieux payés d'Europe au cours de la décennie 2020. Donc c'est tout ce rattrapage-là qui est nécessaire. Et ça va passer non seulement par les nouveaux entrants dont j'ai parlé déjà, mais c'est évidemment vrai pour toutes les générations antérieures. Pour les autres, vous avancez dans la discussion, ça progresse. Bien sûr. Vous avez bientôt nous dire... On travaille sur des scénarios que nous montrons aux organisations syndicales, et nous voulons faire des choix collectif, et c'est pour cela qu'on fait une enquête. Mais avec la rémunération viennent d'autres sujets. Parce que le sujet, il est qualitatif. On parle parfois de mal-être, on parle de malaise, etc. L'objectif est de prendre ça à bras-le-corps, non seulement par la rémunération, qui est évidemment un point très important, mais aussi par tous les sujets de qualité de vie au travail. Et c'est les sujets de santé au travail, par exemple, sur lesquels on est en faiblesse. C'est les sujets de sécurité, c'est les sujets d'évolution des méthodes de travail. Puisque c'est jusqu'au 17, mars. Et après, vous publierez tous les résultats de façon extrêmement transparente. Tout à fait, bien sûr, c'est l'objectif d'enquête de ce type. Et puis, encore une fois, c'est une base de travail avec les professeurs. Par ailleurs, chaque année, à partir de début 2021, nous ferons une conférence de ressources humaines. Autrement dit, nous aurons une rencontre annuelle sur où en sont les ressources humaines de l'éducation nationale. Mon ambition, c'est de passer d'un système qui, je rappelle, est un des plus gros du monde. Nous avons plus d'1 million de salariés. Le mammouth. Je n'utilise jamais ce mot. Non, mais justement, c'est fini. Mais ça donne l'idée quand même. Oui, bien sûr, mais c'est fini le mammouth. On passe à autre chose.
on a une structure de plus d'1 million de personnes. Nous devons démontrer que cette structure est humaine. Et les métaphores qu'on doit utiliser doivent être des métaphores humaines. J'ai parlé d'un peuple de colibris, ça reste une métaphore animale, mais c'est la souplesse, c'est la capacité à personnaliser le parcours de chacun. Prenez le sujet des mutations, prenez le sujet des carrières, comment prendre en compte les particularités de chacun, les compétences de chacun, comment valoriser chacun. Dans relations humaines, tous les ans. Tous les ans, pour faire le point, comment le bien-être des professeurs, comment on fait évoluer, comment créer tout simplement du bien-être au travail des professeurs. Si on fait ça, on aura aussi le bien-être au travail des élèves. Une question précise, réponse brève s'il vous plaît, rien à voir avec le coronavirus, mais beaucoup à voir avec la contestation contre les épreuves de contrôle continu du bac. Il y a des épreuves de contrôle continu précisément qui ont été perturbées et donc parfois annulées, comme à Paris encore il y a une semaine. Elles sont reportées à la rentrée, elles sont complètement annulées. Alors d'abord, je tiens à signaler que c'est une toute petite minorité de lycées. Ça se voit beaucoup parce que c'est à Paris et qu'il y a des gens qui créent de l'agitation autour de ça. Mais sur 1 740 000 copies que nous devions avoir, il y a plus d'1 700 000 qui ont été faites. Donc il reste un peu moins de 40 000 copies à attendre. Donc pour les élèves concernés, c'est évidemment une nuisance. Hein. C'est quelque chose de mauvais pour eux que de ne pas avoir encore fait leur copie. Donc c'est en train de se faire ces jours-ci. Dans les cas les plus extrêmes, c'est le cas de le dire, on envisage éventuellement la délocalisation, c'est-à-dire que ça ne se passe pas dans le lycée. Parce qu'hier, le Parisien donnait cette information, effectivement. Oui, alors, les épreuves pourraient être délocalisées pour éviter qu'elles soient perturbées dans les établissements. Tout à fait. Alors, vous attention, confirmez ? Oui, je confirme, mais attention aux loupes grossissantes. Hein, ça concerne toute petite partie des établissements, moins d'1% des établissements. Simplement, oui, mais c'est de cela seulement que les médias parlent. Ce dont je voudrais parler, moi, c'est que dans l'immense majorité, près de 99% des établissements, désormais, c'est fait. Les copies sont numérisées, elles sont presque toutes corrigées. Ça va être un progrès, on va le voir, parce que chaque élève pourra consulter sa copie. Alors, je n'ignore pas qu'il y a des groupes souvent très radicalisés qui essayent de créer du trouble et puis de faire l'actualité, c'est-à-dire de dire, oui, tout cela a été très troublé. Oui, parce qu'ils l'ont troublé. Et donc, nous avons à chaque fois une parade. Là, l'ultime parade pour la délocalisation. C'est la délocalisation. Éventuellement, les élèves récalcitrants qui refusent l'obstacle 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils pourront avoir 0, tout simplement. Il y a très peu d'élèves récalcitrants. Il y en a quelques-uns, mais parfois entraînés par les adultes. À eux parce que leur avenir peut être... Oui, mais écoutez, si leur avenir, il est tout simple, c'est d'aller composer à une épreuve du baccalauréat. Ne le font pas. On n'a jamais vu dans le passé. S'ils ne le font pas. S'ils ne le font pas, ils ont 0, bien entendu. Donc on passerait de la menace à l'exécution. Est-ce que vous avez déjà vu dans le siècle qui vient de passer, des élèves qui disent « je ne vais pas au baccalauréat ». Non, c'est des épreuves qui comptent pour le baccalauréat, ils doivent y aller. Ce qui est très gênant, c'est quand ils en ont été empêchés par des perturbateurs. Et évidemment, mon but est d'être dans la bienveillance et la protection des élèves, et donc notre but est que tous les élèves aient composé. Maintenant, un élève qui dit « je ne viens pas », qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc, éventuellement, quelques zéros. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Jean-Michel Blanquer, après le déclenchement du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, l'Assemblée nationale va examiner cet après-midi 2 motions de censure. Le Premier ministre va évidemment faire un discours. François Ruffin, de la France Insoumise, appelle à une dissolution de l'Assemblée nationale afin, je cite, de réduire le divorce entre pays réel et pays légal. Je n'ai pas vocation à commenter toutes les... François Ruffin, dès qu'il y a quelque chose qui peut mettre le désordre, il est toujours pour. Donc c'est une idée comme une autre. Il a le droit de l'évoquer, mais parmi les différents outils de la Constitution, il y a le 49.3. Ça me paraît être beaucoup plus pertinent dans la situation actuelle. Oui, ça vous a pris de court, l'annonce du 49.3 samedi ? Non, je faisais partie des personnes qui s'y attendaient et qui, j'étais tout à fait, je suis de ceux qui l'ont prôné au sein du gouvernement. Je l'assume pleinement, puisque je pense que... Il n'y a pas une forme de raideur à le déclencher ? Non, je pense que si vous voulez, cela fait maintenant des mois, et voire des années d'ailleurs, que l'on discute de la réforme des retraites. Il y a eu 18 mois de préparation avant même le dialogue social qui n'est pas terminé, qui va continuer. Il y a près de 400 amendements qui vont être pris en compte dans la loi qui va être votée par le mécanisme du 49.3. Donc en réalité, il y a de l'écoute. On a simplement des adversaires parfois très radicaux qui ont fait de l'obstruction, qui ont souhaité qu'on soit obligé de recourir au 49.3. On ne le fait pas par le plaisir, on le fait parce qu'il y avait un obstacle qu'il a fallu surmonter. Ceux qui ont créé cet obstacle, aujourd'hui, sont très contents de pouvoir critiquer le fait qu'on utilise le 49.3. Ça fait partie de ces pyromanes commentateurs comme M. Ruffin, qui se sont spécialisés là-dedans. Mais ce sont des gens qui attaquent, et créent du trouble simplement parce que c'est leur mode d'existence politique. Dernière question. Ce serait beaucoup mieux s'ils étaient constructifs, s'ils faisaient des propositions intéressantes. Et même quand ça leur est arrivé de faire des amendements intéressants, on les a repris.
Dernière question, très rapidement. Oui ou non, vous seriez resté dans la salle des Césars samedi soir après l'attribution du prix à Polanski, ou vous seriez parti? Honnêtement, je n'ai pas beaucoup réfléchi à ce point-là. Je pense que le ministre de la Culture est en charge de ça. C'est à lui de Il faire avait la dit réponse. qu'il ne voulait pas que Polanski ait un prix. Vous êtes sur sa ligne? Moi, je ne m'immisce pas dans des Vous n'avez sujets pas de ce d'avis genre. personnel? Si, j'ai un avis, mais je pense que vous avez des gens qui sont compétents pour faire cela. C'est un peu trop facile souvent d'avoir des points de vue tout faits sur ces questions qui sont complexes. Question. Non, c'est pas embarrassant, mais je pense que... Alors, ça nous intéresse d'avoir votre avis. Non, en tant que ministre de l'Éducation mon avis, c'est qu'il faut nationale. être très attentif à toujours bien distinguer l'œuvre de l'auteur. Je pense que je continuerai à regarder la Joconde, même si Léonard de Vinci j'apprenais beaucoup de défauts de Léonard de Vinci. Donc voilà, c'est une réponse à la question qu'on vous posait. Merci, monsieur le ministre, d'avoir été ce matin sur LCI. Merci beaucoup, Elisabeth.